Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase là, l'émission où on vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro, et comme à l'habitude, je suis entouré de mes fidèles collaborateurs, Rosemary, Hello. Samuel, bonjour, et encore une fois cette semaine, 3 semaines de suite, on commence à être un peu tanné, mais Anthony n'a pas manqué. Ben non, on l'aime bien, il fait bien ça. Et cette semaine, en fait, c'est Samuel qui nous présente un sujet. Tu nous parles de ludification. Ludification. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, c'est un beau buzzword à plugger pour vrai. Si vous vous lancez, si vous partez votre start-up en technologie, pluguez-le ce mot-là. Ben, probablement que ludification, les gens ne sauront pas trop de quoi vous parlez. Mais si vous dites gamification, il y a des bonnes chances que ça allume certaines lumières. Parce que c'est tout le temps plus cool en anglais, anyway. C'est plus cool en anglais. Puis le terme ludification est assez récent. On remercie le coup de l'élève pour sa contribution. Donc, essentiellement, j'ai envie de vous parler un peu de ce phénomène-là parce que, bon, c'est un buzzword qui est important dans le domaine des technologies. Puis, il y a beaucoup de détracteurs comme de gourous, de vendus en fait à l'idée. Puis je trouvais ça intéressant parce que ben ça dépasse un peu le cadre justement des technologies. Fait que je vais me faire un plaisir de vous montrer tout ça. Super, puis on va avoir un beau lien puisqu'à la fin de l'émission, en fait, je vous parle d'un jeu vidéo. Je parle du dernier Assassin's Creed, donc on est dans le thème très ludique aujourd'hui. On parle de jeu. On joue. Et pour rendre le tout encore plus ludique... Ouais, c'est très sérieux. Et pour rendre le tout encore plus ludique malgré la sériosité de la chose. Quoi de mieux que de la bière? Exactement, Rosemary. Fait qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, on boit la turlupine de la brasserie Pit Caribou, située à Anse-à-Beaufils, en Gaspésie. Donc, je m'éloigne un peu. Ces temps-ci, j'étais plus proche, mais là, on s'en va loin en Gaspésie. Donc, c'est une aile extra forte de type stout impérial à, accrochez-vous, 10,5% d'alcool. Extra forte. Donc, un stout, je vous avais déjà dit dans un épisode que stout est un mot masculin. Donc, un stout vieilli en fût de Bourbon pendant 6 mois, ce qui en fait un stout impérial. Ah, donc, c'est ça qui fait la différence entre un stout ou un stout impérial. C'est le fait qu'il soit vieilli en fût de Bourbon, je me demandais un alcool fort. Okay. Oui, exactement. Donc, je vous avais déjà présenté la Corriveau de la microbrasserie Bilboquet, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, c'était la version impériale que je vous avais présentée, mais il y avait aussi la version la Corriveau, mais qui était juste un stout d'avoine, je crois. Non, juste un stout à l'avoine, tout simplement. Puis c'est ça, celle-là n'était pas vieillie en fût de, je me rappelle pas quoi, je sais pas si c'était du Bourbon aussi ou... Mais oui, c'est ça la grosse différence entre un stout et un stout impérial. Donc c'est une bière à la robe noire vraiment très foncée, avec un collet très crémeux couleur mocha. C'est vraiment beau. Là, on la voit plus malheureusement. Là, le collet s'est dissipé. Sur Instagram. Mais... Ah, il n'y avait plus le collet quand j'ai pris la photo. Je suis désolé. Ben, c'est tout fait. Mais oui, très beau collet, vraiment. Au nez, on a vraiment des arômes de torréfaction, de chocolat noir, de caramel même qui est dû au Bourbon. En bouche, c'est pas de la petite bière, sans vouloir faire un calembour, là. C'est vraiment une bière qui est très costaude, avec des goûts de café, de chocolat noir amer, de vanille, de caramel, d'épices, d'alcool. On sent l'alcool qui est très présent. Ouais, c'est chargé, effectivement. Moi, je la trouve pas trop sucrée, même si elle l'est beaucoup. Elle est très sucrée, mais je trouve que c'est bien dosé malgré tout. Donc c'est ça, c'est une bière avec une texture très veloutée, très onctueuse. Donc en conclusion, c'est une bière puissante, assez complexe, qui est vraiment excellente. C'est une bière qui procure vraiment une certaine chaleur, je trouve, quand on l'avale, en raison du fort taux d'alcool, c'est certain, mais je trouve que c'est parfait pour la saison hivernale qui s'installe. Donc vraiment une bière chaleureuse à déguster lentement, je crois, vraiment là, à siroter, parce qu'elle est très très bonne, là, vraiment. Mais moi, personnellement, je pense que je serais même pas capable d'en boire une bouteille au complet tellement c'est intense, là. Très costaud, mais... Vraiment, mais une belle bière à partager, je trouve. Bonne, elle est excellente. Donc, les bières en fût de Bourbon, là. Ouais, les stouts impériales, là, c'est quelque particulièrement. chose. Ah ouais. Ouais, mais elle est plus intense que la Corriveau que je vous avais présentée. Par contre, la Corriveau, je pense qu'elle était peut-être plus accessible dans la mesure où je serais probablement capable d'en boire une au complet. Celle-là, je ne crois pas. Elle me fait penser un peu à la gros mollet de... J'y ai pas goûté encore, mais oui, j'ai la version impériale, justement. Ouais. C'est quelle brasserie? On en a parlé le mois dernier. Brasserie du lac Saint-Jean. C'est une brasserie qui vient du lac, mais est-ce que c'est ça le nom? Je pense que c'est ça. Enfin, une brasserie du lac.
Ça fait penser un peu à ça aussi, justement. Ok, On goûte mais... beaucoup plus le bourbon encore, Oui. mais il y a des accents qui me font penser à ça. Donc voilà, c'était la turlupine de la brasserie Pit Caribou. Ben, bon. merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un accent gaspésien au lieu d'un accent du lac. Ouais, exactement. Il y a moins de là, c'est juste ça. Moins de là. Plus de fruits de main. Plus de chrome. Mais là, Sam, soyons ludiques. Allons-y. Ludifie-nous. Ben oui. Bon, ben, pour savoir ça, à quoi vous attendre quant à votre ludification. La ludification, en fait, est l'application d'éléments de design d'un jeu dans des contextes hors jeu, dans le but, dans le fond, d'engager, de motiver et d'inspirer le public cible. Donc, c'est vraiment d'appliquer des techniques, des méthodes, des façons de faire qu'on retrouve dans les jeux de société, autant que dans les jeux vidéo, et de retrouver, en fait, ces méthodes-là appliquées à des activités, des tâches qui pourraient, en général, nous sembler un peu dol. Ouais. Donc, Genre, au travail. au travail, par exemple. D'ailleurs, la gamme de domaines dans lesquels ce concept est applicable est immensément large. Ça passe par l'éducation, la santé, les environnements professionnels, organisationnels, institutionnels, mais aussi dans le cadre de la vie domestique, sociale et publique. Fait que vous voyez, là, on touche vraiment à tout avec ça. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair, là. Ouais. Mais malgré cette définition, la division que je vous ai donnée, la ludification est parfois mentionnée dans le cas d'intégration d'éléments hors jeu dans un jeu. C'est une définition finalement qui va un peu comme dans les deux sens. Par exemple, un jeu vidéo ou un jeu de table qui se passe dans un contexte historique avec des personnages ayant existé. Donc, ça fait un pont justement avec ta chronique que tu vas faire un peu plus tard. L'idée, dans le fond, d'utiliser le jeu pour informer les gens, comme sur l'histoire, par exemple. Je pense, par exemple, à des jeux comme Civilisation ou la série Europa Universalis, qui vont utiliser justement des éléments d'histoire pour venir enrichir le contenu du jeu, puis enrichir la culture, en fait, du joueur en même temps. Ou même les deux derniers Assassin's Creed qui sont sortis, justement, où il y a un mode exploration qui vise justement à ce que ça soit utilisé avec des étudiants du secondaire ou même du cégep ou de l'université pour se promener dans l'Égypte antique ou la Grèce antique. Donc, c'est encore un peu justement un autre exemple de ce que tu disais. Donc, exactement. L'idée, en fait, d'intégrer au jeu. Ça peut être aussi, on parle de connaissances, mais ça peut être des aptitudes aussi. Par exemple, utiliser le jeu comme outil d'apprentissage. Comme par exemple, il y a eu en fait, il y a quelques années, le jeu Rocksmith, qui était en fait une espèce de simili Guitar Hero, mais cette fois-ci, on jouait sur un véritable instrument. Ouais. Donc, les accords que tu plaques, les notes que tu joues, c'est les notes de la pièce. T'apprends, en fait, tu développes une certaine dextérité en jouant, en ayant justement le système de pointage, etc. Puis tu vois ton amélioration. Ouais. Donc, c'est un jeu, mais ayant une intégration... J'y ai joué justement à ce jeu-là, autant à la basse qu'à la guitare. Puis j'avais quand même un certain bémol, j'avais pas l'impression de progresser plus qu'il faut dans mes aptitudes de joueur de guitare ou de basse parce que au final, je me trouvais être plus concentré, non pas à regarder ce que je faisais sur mon manche quand j'apprenais une chanson, mais à regarder ce qui s'en venait à l'écran pour savoir où placer mes doigts. Mais si après ça, je voulais faire la chanson sans avoir l'écran, j'arrivais pas à mémoriser. Puis il y avait un mode justement pour qu'au fur et à mesure, tu aies de moins en moins ça. Que les notes ne soient pas toutes affichées, mais c'était pas optimal, disons. Donc je voyais l'idée derrière ça, mais finalement je me retrouvais juste à jouer une version très compliquée de Guitar Hero. Au final, c'est un ben, je vais en parler un petit peu plus là, des critiques qu'on fait à l'égard de ça, mais c'est un reproche qu'on peut faire aussi, où est-ce que le jeu prend plus de place que l'activité que ça cherche à venir encadrer. Puis là, on se retrouve, Rocksmith prétend être un jeu et non pas un outil didacticiel. Là. Ça veut vraiment... Donc, son intention de base est quand même là. Il y a l'effet... Il y a une espèce d'effet secondaire, finalement, une espèce d'effet dérivé par rapport au jeu qui est qu'on apprend, qu'on développe une certaine dextérité à la guitare, mais ça s'assume comme un jeu. Ouais. J'y reviens plus tard. Puis là, dans le fond, pour parler un peu de l'historique, plus du mot, en fait...
Gamification, c'est un terme qui apparaît au début des années 2010, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes du domaine justement des technologies de l'information ou du jeu vidéo qui commencent à employer ce mot-là, puis que certains gourous, si on veut, commencent à faire des conférences justement sur ces principes-là. Donc il y a des livres qui sont écrits, etc. Puis les noms qui ressortent le plus souvent, tu as Seth Pribach, qui est un entrepreneur en solutions informatiques, concepteur d'une plateforme vidéoludique. Puis il y a Jane McGonigal qui est une conférencière qui a fait des TED Talks, puis des livres en fait justement sur l'application des principes de gamification à la vie courante, si on veut. Mais c'est ça, on parle de ça au début des années 2010, mais ça fait longtemps que ces pratiques-là existent en marketing, en éducation, puis en sport. Puis Anthony, tu enseignes depuis un certain moment, tu as étudié l'enseignement au secondaire. J'imagine que dans les cours de didactique, c'était quelque chose que vous explorez justement, le jeu. Clairement, puis ça va même au-delà de jeux, par exemple, comme d'exploration ou de peu importe. Il y a des jeux sur des sites internet où le but, c'est d'exploiter une forêt. Il faut que tu payes tes employés, il faut que tu gères ton exploitation pour pas que ça ait trop d'impact sur la nature. Fait que, il y a vraiment il y en a des centaines là, qu'on peut utiliser. Fait que oui, on en a beaucoup parlé. Je pense que Marc-André, toi aussi, qui étudie présentement pour enseigner, c'est un sujet qui revient souvent, là, le jeu. Ouais, c'est ça. Puis en fait, ça donne quasiment plus l'impression que la matière qu'on enseigne, qu'on n'enseigne pas une matière, mais qu'on fait juste passer quasiment d'un jeu à l'autre. Puis qu'entre les deux, là, il va y avoir un côté plus magistral, plus classique de l'enseignement qu'on connaît. Disons que j'étais un peu... je vois l'intérêt de faire des activités, de vraiment avoir un contact présent avec les étudiants, puis tout ça, puis c'est un contact fréquent. Mais j'ai l'impression quasiment, du peu d'études que j'ai commencé à faire là-dedans, on dirait vraiment que le focus est mis de plus en plus, l'accent est mis de plus en plus sur l'idée justement de faire des jeux pour apprendre. Ouais. Puis je me demande à quel point ça peut vraiment... Je pense que ça peut être pertinent, mais je pense qu'il y a des limites à ça, puis que là, peut-être qu'on la dépasse, cette limite-là. C'est l'impression que j'ai jusqu'à présent dans mes études. Si je peux me permettre, je rejoins beaucoup Marc-André là-dessus. J'ai l'impression qu'à l'école, on adapte tout en fonction du fait de est-ce que les enfants vont être contents. Mais la vie, des fois, ça implique de pas être content, justement. C'est la même mécanique de tu fais ton lit, puis après, tu vas aller jouer au Xbox. Mais c'est la même chose à l'école. On va faire des tables de multiplication avant de faire un jeu. De faire des jeux avant tout le temps. Je pense pas que c'est la réponse pour donner plus de motivation aux enfants non plus. Là. C'est ça, puis tu sais, il y a 2 semaines, je vous parlais du monde multipolaire puis tout ça, puis de l'évolution de ce monde-là dans notre système international. Ben, dans quelques semaines, je vais enseigner ça pour la première fois en donnant 1 heure de cours justement au cégep, c'est le sujet que je vais avoir. Puis je me vois mal enseigner ça, en faisant faire des jeux, tout ça. Je peux faire plus d'interactions, poser des questions. Je vais adapter ça, le sujet évidemment, dans un cadre collégial. Mais il y a une bonne partie de ça qui est théorique. Puis on n'a pas le choix de passer par un exposé beaucoup plus magistral. Fait que moi je vais être jugé là-dessus, mais selon ce qu'on nous apprend on dirait quasiment chaque 5 minutes, il faut qu'il y ait un jeu. Puis c'est une tendance qui m'inquiète un peu. Ouais. Je pense que vraiment, justement... un problème avec l'idée de tout ludifier finalement. Puis j'ai aimé le malaise que tu as apporté par rapport au fait que c'est bien de... Ça venait me rejoindre ce que tu disais par rapport au Xbox, comme quoi on sépare la période où est-ce qu'on étudie, puis on sépare la période qu'on joue, parce que, je vais en parler un peu plus tard, là, mais dans les critiques, il y a justement cette notion-là d'être encore capable de séparer le jeu du reste. Oui. Puis, bon... On va revenir un peu à la base parce que dans le fond, je vous ai présenté un petit peu ce qu'il en était puis tout, mais il y a des principes quand même que je trouve intéressants à voir, puis ça permet peut-être de structurer puis de vraiment voir qu'est-ce qui est plus de la ludification que, disons, une méthode pédagogique ou une autre façon de voir. Puis Seth Pribach, justement, lui, il a conçu Scavenger, qui est une plateforme vidéoludique utilisant le géopositionnement. Donc, dans le fond, c'est un peu une base qui ressemblerait à celle, mettons, d'un jeu comme Pokémon Go, par exemple, ou le géocaching.
Puis qui, dans le fond, l'idée, c'est que avec sa plateforme, les enseignants ou les gens du domaine de l'éducation qui avaient certaines connaissances, justement, ou qui s'affiliaient avec quelqu'un qui était habile en informatique, pouvaient développer un outil pédagogique où est-ce que les étudiants, avec leurs appareils mobiles, viendraient explorer un lieu. Donc, ils iraient, par exemple, sur le terrain, aller voir une sculpture, une maison, un lieu. Puis il obtiendrait des points à travers ça, justement. Puis après ça, ben, le prof en fera ce qu'il veut là, de ces résultats-là. Mais dans le fond, c'est l'idée d'utiliser, de créer un jeu autour, justement, d'une période d'enseignement. Là. Puis dans le fond, c'est ça. Lui, il avait amené 4 grands principes que sont le rendez-vous dynamique, le statut, la progression dynamique et le processus de découverte collective. Donc, je vous les explique un peu. Le rendez-vous dynamique, en fait, c'est le principe selon lequel l'utilisateur doit revenir à un moment précis ou à un rythme régulier à l'activité. Donc, on parle vraiment là, d'intégrer une espèce de routine par rapport au jeu. Donc, par exemple, un assistant d'entraînement physique qui viendrait te rappeler que tu as ta course à faire à ce moment-ci de la journée, tu as 20 minutes à faire, puis si tu la fais pas, ben tu vas avoir une mauvaise cote, ou si tu la fais, avec le géopositionnement, tout ça, ben, il est capable de dire « Ok, tu as marché tant de kilomètres, ben, tu mérites tel pointage. » Wow. Donc, le rendez-vous dynamique, c'est l'idée comme quoi on vient encourager ou punir l'utilisateur si justement il est ponctuel en fonction du jeu. Un autre bon exemple de ça, c'est Farmville, où est-ce que c'est un jeu où est-ce que dans le fond tu gères une ferme avec tout ce que ça implique au niveau du potager, des animaux, etc. Il faut que tu reviennes à un certain nombre d'heures, sinon tu as des conséquences, ou tu diminues ta production finalement parce qu'il faut que tu ailles arroser ta plante, il faut que tu les engraisses, il faut que tu entretiennes ton terrain finalement, il faut que tu t'en occupes, puis si tu n'es pas au rendez-vous, ben soit ta progression est ralentie, soit tu vas avoir justement des conséquences. Mais je remarque que dans beaucoup de jeux, surtout les jeux mobiles, c'est rendu très, 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 très courant d'encourager les jeunes comme ça, les joueurs, je veux dire, à jouer tous les jours. Là, on parle d'un jeu où est-ce qu'il y a vraiment des conséquences. Admettons, tes plans vont mourir si tu y retournes pas ou quelque chose dans le genre. Mais beaucoup de jeux ont des achievements, des exploits, dans le fond, qui sont liés au fait de jouer, admettons, 2 semaines, tous les jours consécutivement, des choses comme ça. Tout à fait. C'est des Tamagotchi sur des stéroïdes. C'est du fascisme ludique. Seigneur! J'étais pas prêt à ça. Moi non plus! Ben, là, on y va avec l'extrême, mais ça peut être tout simplement, par exemple, quand c'est le genre de concept qu'on voit beaucoup dans les MMORPG, là, lorsque l'utilisateur se connecte à sa session puis qu'il s'en va faire une quête quotidienne, il n'est pas obligé de la faire, mais ça lui permet de progresser plus rapidement, puis ça fait en sorte qu'il y a un temps de jeu qui est associé. Exactement, il y a un temps de jeu garanti pour le développeur à ce moment-là. Donc, c'est ça. C'est le rendez-vous dynamique. Le statut, ça, c'est l'idée d'hiérarchiser les joueurs, les utilisateurs, de leur attribuer un score qui peut être comparé aux autres. Puis, bon, dans les jeux, c'est les fameux leaderboards, là, donc vraiment là, l'espèce de tableau où est-ce qu'on voit une série de noms, que ça, c'est les joueurs qui ont accompli le plus, qui ont eu le meilleur score, qui ont eu le meilleur temps dans une course, etc. Puis, même à l'école, la fameuse cotère, c'est un exemple qui ne s'est pas comparé à un autre étudiant à travers sa cotère, puis le sentiment de satisfaction quand tu vois que ta cote est vraiment plus élevée que la moyenne de la classe, c'est un motivateur justement qu'on retrouve autant dans les jeux que même dans la vie courante. Il y a la progression dynamique aussi, fait que ça vient rejoindre un petit peu le rendez-vous dynamique. Le rendez-vous dynamique va venir te récompenser, puis souvent la récompense que tu vas avoir, c'est de la progression. La progression, finalement, c'est vraiment un changement de perspective, une évolution à travers l'accomplissement des activités que tu vas faire. Donc, par exemple, débloquer du contenu. Comme là, tu as joué tant de temps, tu as passé tant de temps à faire telle activité, tu mérites d'avoir accès à cette nouvelle activité-là qui va t'amener à te pousser plus loin. Mais aussi avoir de nouvelles interactions, par exemple, avec le jeu. Donc, tu peux maintenant poser telle action. T'sais, dans le jeu vidéo, par exemple, tu débloques l'épée, tu as une action que tu peux faire avec, mais là, tu as une nouvelle
technique d'épée que tu peux utiliser parce que tu as atteint tel niveau. Donc ça, c'est vraiment de la progression dynamique. C'est pas juste comme un chiffre qui monte, c'est pas juste un score, c'est tu vois tu vois le jeu évoluer avec toi. Puis le dernier principe, c'est le processus de découverte collective. Ça, c'est vraiment plus propre à des jeux ou des activités qui sont faites en groupe. Fait que c'est vraiment l'idée d'un engagement d'une communauté dans un projet. L'évolution de ce projet-là à travers les contributions individuelles qui s'accumulent au profit de tous. Donc, par exemple, il y a des MMORPG, justement, où est-ce que lorsqu'un grand groupe réussit à accomplir une quête, il y a un bonus qui est donné en fonction du groupe qui s'est rassemblé, qui a su s'organiser pour accomplir cet événement, cette tâche-là. On peut penser aux raids dans Pokémon Go pour ceux qui y jouent. Exactement. Les raids, les gyms, c'est des événements, justement, c'est des éléments du jeu qu'on peut... où est-ce qu'on va se rassembler, en fait, entre joueurs pour réussir, parce que tout seul, on ne sera pas capable. Mais si tout le monde met sa contribution, on va être capable de l'accomplir. Puis lui, je le trouve vraiment intéressant parce que c'est l'un de ceux qu'on retrouve dans les meilleurs exemples de réussite en termes de ludification, de trucs qui sont pas des jeux. Par exemple, Wikipédia. C'est ironique, mais ceux qui sont les grands contributeurs à Wikipédia vont avoir des mentions, vont avoir le droit de participer à des articles qui sont bloqués, qui sont modérés. Fait au fur et à mesure... Puis ça vient motiver les gens, ça devient un motivateur. Fait que les gens se mettent ensemble. Leurs connaissances individuelles ne sont pas suffisantes pour construire une telle encyclopédie, mais lorsque tout le monde se met ensemble, on est capable de produire un grand projet au bénéfice de tous. Puis un autre que j'aime beaucoup, que j'utilise en fait quotidiennement parce que je suis développeur logiciel, c'est Stack Overflow. Stack Overflow, c'est une plateforme d'échange de questions-réponses. Ça rappelle un peu Yahoo Answers ou Quora, où est-ce qu'on va, en fait, retrouver, par exemple, des gens qui, à la base, posaient des questions sur des problèmes qu'il y avait en cours de développement de logiciels ou en travail informatique, que ce soit du débogage ou des fonctionnalités dans un système d'exploitation plus obscur. Donc, les gens posent les questions sur cette plateforme-là, puis en fonction des réponses qui sont données, puis de la cote que ces réponses-là reçoivent des utilisateurs, les utilisateurs gagnent des points. Puis ces points-là donnent une réputation à l'utilisateur au point où est-ce que, lorsqu'il a assez accumulé de réputation, il peut modérer des réponses. Donc, par exemple, une question qui a été posée où est-ce que la réponse existait déjà, vu qu'il a une bonne réputation, lui peut prendre l'initiative d'annuler cette question-là et de la rediriger vers la question qui avait déjà été répondue. Un privilège que ce n'est pas les autres participants qui peuvent avoir. Mais au fur et à mesure que tu contribues à répondre, à donner des bonnes réponses, puis que les réponses sont appréciées des utilisateurs qui règlent leurs problèmes ou qui sont plus... que c'est des meilleures réponses finalement, que c'est une meilleure stratégie à adopter que les autres, ben tu vas avoir plus de points, puis ça monte le classement, donc ça vient motiver ces gens-là à répondre à de plus en plus de questions. Ça, puis donc toi justement, tu vas monter dans la hiérarchie à ce niveau-là. Mais ce que je trouve intéressant dans les deux exemples que tu viens de donner, c'est qu'il y a quand même un certain côté de méritocratie là-dedans. Exact. C'est selon justement, on a vu que tu as publié souvent, tu as partagé souvent, tu as prouvé que ton travail était bon. Donc voilà des privilèges de plus justement. Donc c'est quand même, au moins, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment intéressant, puis je pense que c'est positif. Là. C'est très positif, mais il y a un autre côté à la lame qui est celui justement où est-ce que les gens, lorsqu'ils voient des systèmes comme ça, il y en a qui vont trouver des moyens de les exploiter. Il y avait par exemple Dig qui était une vieille plateforme d'échange de nouvelles. Ouais. Puis la compétition était tellement rendue féroce que les tops dans les palmarès, c'était des gens qui allaient voler en fait les références que d'autres participants faisaient, puis qui s'attribuaient en fait le mérite. Donc ça a fini par causer de grosses dissensions au sein de cette communauté-là, puis le projet, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. Non, c'est ça. Puis qui était une idée fort intéressante. Reddit a surprendre un peu... ouais, c'est ça, je pense que c'est plus aller vers Reddit.
Exactement, ça s'est un peu consolidé de ce côté-là, mais on voit que certains de ces principes-là, lorsqu'ils sont mal régulés, parce qu'au final, c'est un système qu'on se doit d'appliquer certaines règles, s'ils sont mal régulés, ça peut se retourner contre eux puis causer justement la chute de ces systèmes-là, de ces outils-là. Puis, pour compléter un peu, moi je le trouve intéressant ce résumé-là, c'est Amy Jo Kim qui résume 5 caractéristiques, recoupant un peu les principes de Pre-Batch. Elle aussi est dans le domaine de la conception, jeux vidéo, etc. OK. C'était les cinq caractéristiques, c'est collectionner, gagner des points, un mécanisme de rétroaction, échange entre joueurs et personnalisation. Fait que je pense qu'il y en a plusieurs que vous voyez un peu l'idée. Ouais. Collectionner, c'est l'idée, bon, les succès, les exploits. Donc, on les accumule, puis au fur et à mesure qu'on en collectionne. Pokémon, c'est un super exemple. Donc, l'idée l'idée d'accumulation, vraiment. Un peu dans la même veine, mais un petit peu différent quand même, c'est de gagner des points. Donc, soit un score ou de la monnaie virtuelle. Puis ça marche vraiment bien aussi. Les mécanismes de rétroaction, fait que c'est vraiment l'idée d'avoir un encouragement ou un niveau de réussite, puis de quoi qui est comparatif finalement. Fait que, tu sais, au fur et à mesure que tu progresses dans l'activité, ben l'activité est là pour te dire oui, tu fais bien, oui, tu vas être récompensé en fonction de si tu la fais bien, si tu la fais mieux que la dernière fois, etc. OK. Donc, une rétroaction. L'échange entre les joueurs, ça c'est sûr que la communauté c'est important, là. Puis ce qui fait les grands succès des jeux multijoueurs, c'est justement cet échange-là. Puis finalement, ben, la personnalisation, ça c'est de quoi qu'on voit de plus en plus, là, l'idée de personnaliser un avatar, d'avoir une identité virtuelle qu'on peut améliorer au fur et à mesure qu'on avance puis qu'on met de l'effort dans ce jeu-là, ben, ça vient être un point de motivation aussi. Puis souvent, c'est une bonne vache à lait aussi pour les concepteurs. Exactement. C'est une bonne façon, en fait, de vendre des cossins à côté. Puis... Exact. Mais en fait, de rentabiliser un produit qu'on veut rendre accessible à tous. Par exemple, on prend League of Legends, que leur modèle d'affaires est basé exclusivement sur la personnalisation et bon, il y a moyen d'avoir accès aux nouveaux personnages sans avoir à payer, mais tout ce qui est l'apparence de ces personnages-là, c'est des trucs qu'on achète. Puis des fois, il y en a qui sont plus exclusifs, des fois, t'en as que c'est en édition limitée. Fait qu'une poignée de joueurs vont l'acheter, le costume va coûter vraiment cher pour le personnage, mais t'es un des seuls à l'avoir. Fait que t'as une identité visuelle, puis ça vient vraiment chercher certains types de joueurs. Mais je suis sûr que vous vous reconnaissez pas tous dans ces différentes caractéristiques-là, mais il y en a probablement une là-dedans qui vient vous chercher. Puis, dans le fond, c'est ça, à la lumière de ces principes-là, tout ça, je sais pas si vous avez des exemples concrets. Moi, j'ai entendu parler beaucoup de Duolingo par le biais de Rosemary, principalement. J'aimerais ça qu'elle nous en parle davantage, mais essentiellement, pour vous le présenter, Duolingo, c'est une application web d'apprentissage de langue. Donc, des dizaines et des dizaines de langues sont disponibles sur cette application-là. C'est des exercices qui sont offerts à tous les jours, puis l'application en fait donne un suivi des accomplissements quant à l'assiduité puis le niveau de réussite des activités. Puis d'ailleurs, l'application se fait un plaisir de punir l'utilisateur lorsqu'il ne fait pas ses activités quotidiennement. Là, je pense que Rose, tu peux en témoigner. Oui, ben c'est ça. En fait, Duolingo, qui est disponible sur mobile, disponible sur le web. Mobile qui est très pratique pour on the go faire ses exercices quotidiens. Donc oui, une application qui regroupe plus d'une trentaine de langues. Puis quand on parle de langue, là, on va loin. Là. On peut parler d'apprendre le Swahili, on peut apprendre l'Espéranto, qui existe même pas. Mais attendez, on peut apprendre... La moins pratique. non, attends, on peut apprendre le Klingon, nice. ainsi que le High Valyrian pour ceux qui écoutent Game of Thrones. Oh my god. Et oui, c'est disponible sur le site. Pas de progrès. L'application est gratuite et n'a pas de publicité à mon souvenir. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait de la publicité quand même. Elle S'il est volontaire. S'il y en a, il y en a très peu.
Très, 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 très peu. Là. C'est vraiment, vraiment pas dérangeant comme certains jeux, admettons, qu'on peut trouver gratuitement. Là. Dans le fond, c'est ça. C'est une application qui permet d'apprendre les langues. Il y a vraiment énormément d'exercices d'offerts qui se débloquent au fur et à mesure qu'on en fait parce que, bon, c'est logique qu'il y a certaines choses à apprendre dans une langue avant d'en apprendre d'autres. Donc, on commence vraiment par les bases, puis plus on avance, on progresse, plus il y a d'autres exercices qui s'offrent à nous. Donc, c'est vraiment... le progrès est présenté de plusieurs façons. En fait, il y a des défis qui peuvent être accomplis, comme, admettons, réussir une série de 7 jours sans arrêt, sans interruption, en fait, pour faire des exercices. À travers ces exercices-là, on accumule, on gagne des niveaux, en fait, puis on accumule des points qui nous permettent d'acheter certains items en boutique. Donc, avec cet argent-là, on peut, par exemple, personnaliser le petit avatar. En fait, c'est une petite mascotte, là, c'est un petit hibou, le petit hibou de Duolingo. On peut l'habiller comme on veut, dans le fond. Ça peut aussi permettre de bloquer une série. Admettons qu'on sait qu'une journée, on n'aura pas le temps de faire nos exercices. En payant, c'est possible... Si t'achètes un passe-droit, dans le fond. Oui, exactement, pour pas rater ta série. Wow, Il y a aussi, c'est ça, des exploits à faire à travers cette application-là. Donc, pour vous donner un petit peu mon idée là, sur la chose, je trouve que c'est une très, 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 très belle application. Par contre, c'est pas une application qui est faite pour les novices d'une langue parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est une application, comme j'ai dit, qui est gratuite, mais ça fait en sorte que le contenu, il y a des erreurs. Moi, je m'en suis servi beaucoup pour pratiquer mon allemand avant de partir d'Allemagne, mais bon, moi, j'ai déjà un bac en études allemandes. Je parle allemand. Ouais, c'est ça. Je suis pas pire, tu sais. Puis je me suis rendu compte que oui, il y a des erreurs. Par contre, les joueurs ont la possibilité de rapporter ces erreurs-là, qui, par la suite, je pense que s'il y a assez de personnes qui rapportent une erreur, je suppose qu'il y a une modification, c'est ça, qu'il va y avoir des corrections qui vont être apportées. Il y a certains autres désavantages, comme le fait que moi, quand j'ai pratiqué, en fait, mon allemand sur l'application, je pouvais juste le faire de l'allemand en anglais et vice-versa. Dans le fond, l'application ne supportait pas le français-allemand comme paire de langues. Maintenant, il le fait en français. Il y a allemand, anglais, espagnol, italien et portugais d'offerts. Mais la trentaine de langues que je vous ai nommées tantôt, c'est juste de ces langues-là à l'anglais comme paire de langues. Aussi, il y a certains problèmes comme ma mère, je sais qu'elle s'en sert présentement pour faire des cours d'anglais. Donc, elle, c'est français-anglais comme paire de langue. Puis, elle s'est rendue compte que, bon, l'application se base beaucoup sur le français de France. Donc, il y a des expressions que nous, on n'utilise pas ici, qui sont employées en Europe. Puis, bon, ma mère, souvent, a des erreurs dans ses réponses, alors que c'est pas le cas. Ça se dit, c'est pas une erreur de français, mais considérant que... Alors, du coup, c'est pas tout le temps parfait. Exactement. Mais en tout cas... Somme toute, c'est vraiment c'est une belle application. Par contre, oui, je trouve que ça aide à se motiver pour apprendre une langue grâce à tout ça, là, les exploits, les séries et tout. Je dois vous avouer, par contre, moi, quand j'ai appris l'allemand, quand j'ai pratiqué mon allemand à travers cette application-là, j'ai raté ma série une fois. Puis j'étais tellement proche d'une série de 30 jours, je pense, pour avoir comme des grosses récompenses et tout, là. Puis je pense à la 24e journée, j'ai raté ma série. J'ai tellement été fâchée que j'ai juste lâché l'application. C'est con, là. C'est mon petit côté compétitif. Mais ça m'a tellement fâchée que j'ai juste fait de la merde. Puis j'ai arrêté de pratiquer à ce moment-là. Donc oui, ça a ses avantages, mais je pense que ça a un petit peu d'inconvénients aussi. Mais ça rentre vraiment dans le cadre de ce que tu parlais, là. Il n'y a peut-être pas tous les 5 principes dans cette application-là. On ne parle pas, il n'y a pas d'échange entre joueurs comme tu parlais, là. Il n'y a vraiment pas ce côté-là, mais tous les autres, le progrès, la personnalisation et tout, on retrouve vraiment ça à travers cette application-là. Puis je trouve que justement, ce que tu dis, c'est qu'on voit une limite de la ludification d'une activité, parce que le but de l'application, ce n'est pas de jouer, c'est d'apprendre une langue. À travers le jeu, d'une certaine façon. Exact. Donc à travers justement de gagner des points, etc.
mais on voit justement que le jeu a pris le dessus sur ton apprentissage. Oui, parce qu'au carrément. final, tu faisais pas tes activités pour apprendre la langue, mais tu les faisais Pour réussir ma série. réussir ta Ouais. série et t'as arrêté de jouer Ouais, à Duolingo parce que le jeu t'a frustré. carrément. Puis c'est vraiment une des limites, en fait, puis un des reproches. Puis je pense que à travers, justement, les critiques que vous ameniez dans l'idée de tout le temps amener le jeu dans l'enseignement, c'est le fait que quand le jeu prend trop de place, ce qu'on veut enseigner est oublié ou mis de côté et non nécessaire. Non, tout à fait. Dans un autre exemple, on va passer un petit peu plus vite sur celui-là parce que j'ai beaucoup de trucs à dire sur les critiques. Mais Pokémon Go, je trouvais que c'était un exemple intéressant parce que lui, il va un peu dans les deux sens. Bon, Pokémon Go, pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, c'est un jeu de réalité augmentée. Donc, c'est un jeu où est-ce que tu interagis avec l'environnement à travers un appareil électronique. Donc, le téléphone ou la tablette le téléphone ou la tablette dans ce cas-là. C'est un jeu de réalité augmentée ayant causé une véritable commotion lors de sa sortie. Là, les médias en parlaient beaucoup, bon, peut-être parce que c'était l'été et qu'on n'avait rien à raconter dans les médias. Fort probablement. Cela dit, ça a quand même attiré beaucoup l'attention du public. Puis on parle vraiment d'une vague d'utilisateurs qui ont pris la rue pour jouer. Puis on se retrouve en fait, c'est ça, un peu de l'autre côté du spectre. Donc c'est le jeu qui sort du contexte du jeu, qui vient faire partie du contexte public, mais en même temps, c'est devenu, ça a été fortement, ça a été reconnu en fait comme étant un excellent moyen de faire de l'exercice. Beaucoup de gens qui ne sortaient pas, qui n'allaient pas voir l'extérieur par habitude, par des intérêts, ont décidé de prendre la rue puis d'aller jouer à l'extérieur puis se faire des nouveaux amis à travers ça. C'est comme la grève de 2012, mais sans les revendications sociales. Exactement. Mais sans vouloir tomber dans le stéréotype, je pense que les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est souvent, premièrement, des personnes un peu plus introverties, puis en plus des personnes qui ont peut-être moins tendance à bouger. Donc je pense que c'est ça, cette application-là a vraiment permis à beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo de vraiment sortir, prendre de l'air, rencontrer des nouvelles personnes à travers les équipes. Surtout, là, c'est divisé en 3 équipes. Puis moi, je me rappelle quand on a commencé à jouer à ça, on croisait des gens dans la rue qui c'était évident qu'ils jouaient à ça. Puis là, la première chose qu'on se demandait, c'est « T'es dans quelle équipe? » Puis là, si on était dans la même équipe, là, on se mettait à discuter, tu sais. Donc, ça amène vraiment ce côté social-là. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que les joueurs qui ont joué à plus long terme au jeu, tu sais, qui n'ont pas juste fait la mode pendant le premier mois, je fais partie de ceux qui ont suivi la mode pendant un mois, puis après ça, je me suis désintéressé. J'ai l'impression que ceux qui, en tout cas, je regarde mon entourage, puis ceux qui ont continué à jouer, en général, c'est le monde plus extraverti. C'est le monde qui bouge plus. Ouais. Puis ils ont juste intégré ça à leur routine. Anthony, je pense à tes colocs en particulier. Ouais, Patrice puis Loïc. C'est ça, puis je repense après ça au monde que je sais qui joue encore, puis la plupart justement c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un effet à court terme, peut-être plus sur le monde en général introverti qui bouge moins, mais que comme ça moi, c'est ça. Dans mon cas, je joue encore à Pokémon Go aussi. Puis bon, ça nous arrive, Sam et moi, d'aller prendre juste des marches pour aller jouer à Pokémon Go, mais moi les moments où je joue le plus, c'est parce que je me déplace en transport en commun pour aller à l'université. Ouais. J'ai 40 minutes de marche à faire tous les jours. J'ouvre mon application, je joue en marchant. Ça passe le temps, ouais. C'est vraiment là où je joue le plus parce que tant qu'à marcher, c'est surtout ça. Puis c'est un reproche en fait qu'on fait à la ludification, c'est le fait que c'est pas tout le temps efficace. On a fait des études en fait récemment sur les utilisateurs d'applications de fitness parce que ça c'est une gamme d'applications qui est fortement présente sur les marchés justement virtuels. Puis que dans le fond, beaucoup de ces applications-là prétendent avoir pour mission de faire bouger des personnes qui ne bougeraient pas autrement, justement en intégrant des histoires de score, de performance, des indicateurs de performance, etc. J'avais vu aussi des applications que c'est vraiment les gens, faut mettre des écouteurs puis écouter, puis c'est vraiment une histoire qui se passe alors qu'à, mettons,
tu fais un jogging et tout, relax, puis là, soudainement, il y a un dinosaure qui arrive en arrière de toi, puis là, il faut que tu cours! Fait que comme c'est vraiment motivant pour les gens. Il n'y a pas juste ce système de points-là, il y a vraiment là, Il y a une histoire de narratif. Oui. C'est vraiment l'exception dans la règle, parce qu'une autre critique qu'on fait à l'égard de ça, c'est que ça en fait des applications où est-ce que toute la mécanique de jeu est là, mais que l'aspect narratif, l'aspect d'implication du joueur dans l'histoire, mais il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'histoire. Là, c'est un peu l'exception. Effectivement. L'exception qui vient confirmer la règle. Mais ce qu'on remarque en fait avec des applications comme ça, c'est que justement, on essaye d'utiliser ces moyens-là pour motiver des nouvelles personnes, mais ça ne fonctionne pas parce que ceux qui avaient le plus besoin de changer leurs habitudes, donc les personnes les plus ciblées, c'est ceux qui échouaient à les changer malgré l'utilisation de l'application, alors que l'application était adoptée par les gens qui auraient déjà fait du sport, application ou pas. Donc, on voit qu'il y a comme une perte... C'est pas très efficace parce que si le but avoué, c'est d'amener des nouveaux... de changer les habitudes du monde, ben ça fonctionne pas vraiment. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, j'ai l'impression que ces applications-là qui tournent toutes les choses qu'on devrait faire au quotidien en un espèce de jeu, ben ça hijack un peu notre motivation puis notre procédé cognitif, justement, qui devrait être mettons, aller courir. Ça devrait être une motivation intrinsèque qui t'amène à amener courir. Ça devrait pas être ton téléphone va te dire que t'es pas bon. Fait que autant, je salue l'initiative de vouloir faire bouger les Nord-Américains parce que God knows qu'il faut qu'on fasse de quoi par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux derrière ça, puis c'est de remplacer la volonté propre par un système de récompense qui me fait penser au chien de Pavlov plus que d'autres choses. T'sais. Ah, vraiment? Ouais, c'est très bon parallèle. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Je trouve ça dangereux un peu. C'est ça, moi, ça me rappelle. Je vais encore ramener l'intelligence artificielle. Mais ça me fait juste penser justement où on s'en va dans un monde où justement il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui va faire partie de nos vies. Puis déjà là, on voit que juste par ces applications-là, des fois, justement, ça va venir influencer notre comportement, ça va venir influencer ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours parce que ben là, mon téléphone vient de me dire que ça fait 1 heure que je suis assis puis que j'ai pas, que je suis assis devant un jeu vidéo ou à lire ou je sais pas quoi, mais que j'ai pas bougé. T'sais. C'est comme, ok, c'est peut-être... Effectivement, le but est louable, c'est bon pour moi de bouger, de faire cette course-là de 20 minutes à chaque jour ou peu importe, mais c'est vraiment dérangeant que ça vienne d'ailleurs, si on veut, de nous dire de le faire. T'sais. En même temps, est-ce que c'est mieux de se le faire dire par une intelligence artificielle ou de juste pas le faire parce que t'es pas capable de trouver la motivation à le faire toi-même? Je sais que la solution idéale, c'est de la trouver, que la volonté vraiment vienne de soi, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, cette volonté-là. Non, c'est ça, puis c'est une espèce... Un c'est très... Ouais, c'est ça, on est vraiment dans des nuances de gris à ce niveau-là. Puis moi, c'est le côté de... Il advient quoi de notre libre arbitre quand on pousse ça à l'extrême puis on s'en va vers un monde des extrêmes là-dessus. Mais exactement, ça touche en fait un des points que je voulais amener, quelque chose qui existait déjà dans le logiciel avant ou dans les jeux vidéo, c'est que c'est un principe des fois qui va dans ce qu'on appelle l'exploitationware. Les logiciels, souvent, dans le jargon informatique, on va appeler un logiciel d'un type un quelque chose ware parce que, par exemple, un adware, ben, c'est un logiciel qui te pitch la pub d'en face. Un adware. Puis le exploitationware, en fait, c'est un logiciel qui vient remplir une fonction. Donc, par exemple, ça pourrait être aussi niaiseux qu'un logiciel de traitement de texte ou un convertisseur de vidéo. Où est-ce que, dans le fond, il t'offre la fonctionnalité, le logiciel est gratuit, la fonctionnalité fonctionne bien, mais en retour, il va soit aller chercher de l'information à travers ça. Par exemple, tu viens convertir un vidéo, ben il va garder le vidéo sur son serveur ou transmettre de l'information quant aux vidéos, puis il va utiliser cette information-là pour d'autres dessins inconnus ou hors de ton égard. Fait que dans le fond, le logiciel vient t'utiliser, puis tu deviens un peu, comme le dit
comme le dit notre très cher Denis Talbot, Monsieur Net, si c'est gratuit, c'est parce que c'est vous le produit. Ouais. Ben, l'exploitationware, puis ça c'est quoi qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo sur Internet, particulièrement dans des applications, c'est justement l'idée comme quoi l'utilisateur est utilisé au fin. Puis le danger justement avec la ludification, c'est le fait de tout transformer en jeu. On dévie l'attention de l'utilisateur de l'intention réelle du logiciel. Par exemple, on prend les réseaux sociaux où est-ce que justement on parlait des échanges entre joueurs. C'est un principe de ludification qu'on retrouve chez Facebook, mais le but principal de Facebook, c'est quoi? C'est d'accumuler de l'information pour te vendre de la publicité. Ouais. Puis on l'oublie parce que nous, ce qu'on y voit, c'est seulement l'aspect justement ludique où est-ce qu'on échange puis on voit ce qui se passe chez le voisin, chez l'ami, peu importe. Puis l'autre aspect, c'est justement lorsqu'on utilise ce genre de principe-là à très grande échelle. Puis là, je parle en fait, je fais une référence à la semaine passée, à la Chine et au pouvoir qu'il déploie sur les pays autour, mais même le pouvoir qu'elle veut déployer sur l'influence qu'elle veut appliquer sur sa population passe entre autres par la ludification. Dans les dernières années, la Chine a déployé un plan qui prévoit établir d'ici 2020 un système national de crédit social, c'est-à-dire une plateforme de notation des gens en fonction de différents facteurs, en utilisant les technologies découlant par exemple de la reconnaissance faciale et de l'analyse de données de masse, qu'on appelle le Big Data. Bon, on en a parlé peut-être dans un de nos épisodes, par exemple l'Industrie 4.0, notre premier, par rapport au Big Data, mais je vous explique brièvement. Le Big Data, c'est vraiment l'idée d'accumuler des masses incroyables, colossales d'informations, puis de réussir à en tirer plus d'informations en appliquant des algorithmes, des intelligences artificielles, des principes d'analyse finalement qui vont faire ressortir des informations supplémentaires par rapport à cette masse-là. Des patterns, des choses comme des tendances. Des tendances, des corrélations, etc. Qu'on ne serait pas capable de faire si on avait les mêmes données à plus petite échelle. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça du big data. Puis pourquoi c'est aussi populaire aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de traiter ces informations-là. Ça fait pas si longtemps qu'on a atteint la puissance de calcul que les ordinateurs sont capables d'atteindre. Puis encore plus aujourd'hui parce que le consommateur a accès aux outils, à des outils qui sont suffisamment puissants pour faire ce genre d'opération-là. Donc, d'accumuler beaucoup d'informations, puis de pouvoir même prendre des décisions très particulières, très spécifiques par rapport à une partie de cette information-là en relation au reste. Fait qu'en gros, je vous explique, vous prenez une masse de gens, puis vous identifiez. Par exemple, prenez une masse de gens avec des informations sur leur comportement, leurs habitudes de vie, etc. C'est tellement d'informations qu'un humain ne serait jamais capable de l'analyser et de le comprendre. Et de le comprendre, du moins pas de façon efficace. Mais tu mets un algorithme là-dessus. Tu mets un ordinateur sur le projet, un code qui va rouler puis qui va analyser ces comportements-là. Il va être capable d'établir des liens entre ces comportements-là puis les personnes. Et à travers ça, on est capable d'identifier, par exemple, les personnes qui ont peut-être un comportement plus suspicieux. Là, ça peut venir aider pour des enquêtes, etc. Mais à l'opposé, un régime qui aimerait justement identifier les individus qui sont les plus dangereux pour le régime, pour les intérêts du régime, on va être capable de les identifier sans avoir à mettre une équipe d'enquêteurs là-dessus. Puis l'idée, en fait, d'un système de crédit social chinois va dans ce sens-là. C'est l'idée comme quoi les gens seraient récompensés ou punis selon comment ils agissent en société. On se croirait vraiment dans un Mirror. épisode de Black Mirror. Ah pour ouais, ceux qui l'ont j'y vu. pensais. C'est ouais. saison 3, épisode 1. Voilà, merci Marc-André. Merci Marc-André. J'ai vraiment, je pense que c'est mon petit côté autiste. Je me souviens d'affaires que j'aurais pas avoir besoin de me souvenir. Ben, merci pour la référence, En tout cas, vous irez l'écouter. Ouais. Fait que très bon Vraiment, épisode. ouais, ça fait réfléchir. Ouais, vraiment. Puis justement, parlant de cet épisode-là, je pense que c'est l'épisode où est-ce que... Ça, c'est l'épisode où est-ce qu'on note les gens selon Ouais, les services, Exactement, etc. comme un genre de Facebook, justement, où on note les gens. Un genre de Yelp, mais pour les personnes. Ben, en fait, à Shanghai, une compagnie a lancé une application qui s'appelle Honest Shanghai, donc qui est vraiment pour la ville, où est-ce que les gens s'inscrivent de façon volontaire. C'est une application sur leur téléphone.
Puis dans le fond, ça leur donne une identité sur le réseau qui est utilisée par d'autres entreprises, d'autres fournisseurs. Puis, on se voit attribuer une cote par un algorithme en fonction de ce que les gens ont donné comme information à ton égard. Puis, les cotes vont de très bon à mauvais. Puis, ce que ça a comme conséquence, en fait, concrètement, c'est si tu utilises l'application, puis que l'entreprise avec qui tu veux affaire, le service que tu veux faire affaire, utilise l'application aussi, eux peuvent venir à soit te donner un rabais si tu as été une bonne personne, etc., ou te donner une place privilégiée, donc un espèce d'accès VIP, alors que si tu as une mauvaise cote, tu vas te voir faire refuser certaines choses ou être appliqué finalement le forfait plein ou aller faire la file comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis, dans le fond, ce qu'on a comme conséquence visible de ce genre de système-là, Honest Shanghai, c'en est un particulier. Puis c'est vraiment spécial parce qu'autant tu vois des gens qui sont comme, oui, je parle des gens à Shanghai là, qui ont été interrogés à cet égard-là. Il y en a qui ont fait comme, moi je pense que c'est une bonne idée parce que justement, ça va permettre de savoir qui est de confiance puis qui ne l'est pas. Puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins à l'aise avec ça parce qu'ils sont comme, c'est le gouvernement qui est derrière ça. Puis je les comprends dans une certaine mesure parce qu'au final, là, tu deviens vraiment esclave des algorithmes qui sont implantés. Puis est-ce que tu as vraiment un droit de regard sur cet algorithme-là? Ça a quand même des conséquences graves. On reconnaît quand même à travers justement le déploiement de ce plan-là dont Honest Shanghai en est juste un exemple, mais que c'est à l'échelle nationale, puis c'est des gouvernements locaux qui prennent des initiatives à cet égard-là, avec des projets pilotes, etc. Ça a eu comme conséquence, par exemple, que certains utilisateurs se sont fait bannir de certaines lignes de transport. Le nombre de transports refusés se chiffre en millions aujourd'hui en Chine à cause de systèmes comme ça où est-ce que les gens, à cause de leur mauvaise cote, se sont vus refuser. Il y a aussi des exclusions à des écoles privées. Donc, si les parents ils ont eu une mauvaise cote, par exemple un mauvais dossier de crédit ou quelque chose comme ça, ça a affecté leur cote, ça se peut que leur enfant se fasse refuser l'accès à l'école. Fait que l'enfant paye pour le méfait des parents. Pas nécessairement le méfait, mais juste la mauvaise le jugement qu'ils ont subi. subi. Mais imagine si tu fais... S'il y a plein de monde qui t'aime pas, parce que je sais que tu as un rejet ou je sais pas quoi. Les campagnes de salissage prennent un autre level. C'est ça, puis là tu perds ça, puis finalement tu te fais accuser de quelque chose, puis finalement c'est pas toi, mais déjà là ta cote sociale est affectée, tu as une mauvaise réputation. C'est ça, c'est un autre niveau. Là. Puis on va retrouver aussi un score affichable avec certaines de ces plateformes-là, puis il y a des plateformes qui permettent d'afficher ce score-là. Fait que par exemple, le plus gros site de rencontres en Chine utilise un système plus à l'échelle nationale pour afficher les scores des gens, puis ils vont faire des matchs en fonction de ceux qui ont des bons scores ensemble. Parce que moi, je veux pas avoir une personne en bas de ce score-là. L'aristocratie est back in town, c'est horrible. Puis, aïe. J'en parlais justement là, de bannissement de certaines lignes de transport, mais juste l'accès aux emprunts, aux emplois, puis à Internet peuvent être influencés par ça. Il y en a qui vont se retrouver avec une mauvaise cote, donc une mauvaise connexion à Internet. Ils se font diminuer leur bande passante à cause de ça. L'émission Last Week Tonight avec John Oliver a fait un épisode sur Xi Jinping, donc le président de la Chine, il y a à peu près 2-3 mois. Puis il y avait un volet justement qui était consacré à ça, qui était consacré à la nouvelle route de la soie, dont on a parlé pas mal dans les 2 dernières semaines, mais entre autres sur le crédit social. Puis c'est ça qu'il disait justement que tu peux perdre tu peux avoir un moins bon accès à l'Internet, tu peux avoir des moins bons sièges dans l'autobus, tu peux encore prendre l'autobus. Exactement. Donc c'est un peu comme tu disais. Exactement. Mais c'est vraiment des conséquences, puis dans le fond, c'est vraiment pour motiver les gens. Parce que en même temps, la personne qui est compétitive, qui veut jouer le jeu, elle va être encore plus stimulée à être une bonne personne, entre guillemets, parce qu'au final, qui décide que tu es une bonne personne, c'est les algorithmes qui ont été programmés par des agents de l'État, des compagnies à but lucratif. Qu'est-ce qui décide en fait de ce qui fait que tu es une bonne personne ou pas? Exactement. C'est très peu transparent, puis à l'image en fait du régime chinois, mais c'est très peu transparent, puis ça comporte beaucoup de risques, l'implémentation d'un tel système. Puis c'est vraiment la gamification à son côté le plus sombre. Ouais. Et c'est quelque chose d'imminent parce qu'on parle de 2020 pour la fin de l'établissement. Est-ce que ça va être fait en 2020? Je pense pas, mais il y a des objectifs
des objectifs qui vont quand même dans ce sens-là. Ouais. C'était hallucinant, si tu me permets de rajouter quelque chose, je me rappelle pas où j'avais lu ça, mais je pense que c'était un éditorialiste là, dans Le Devoir, quelque chose comme ça, qui parlait de 1984, puis qui disait, tu sais, dans ce livre-là, le régime a imposé l'écran par lequel toute la propagande est véhiculée, puis tout ça, mais ça a été imposé à la société. Il dit là, on est dans une situation où les écrans, c'est nous autres qui les a achetés. Ouais. C'est même pas l'autorité qui nous a donné accès à ces machines de propagande-là. Puis je veux dire, après tout ce que tu viens de nous dire, le conditionnement social là, est amené à un autre level. Là. Fait que moi, je peux pas m'empêcher de penser à cette citation-là. C'est que c'est Big Brother Next Generation. Puis en utilisant la ludification, justement, comme j'ai dit tantôt, on amène l'utilisateur à avoir son attention encore plus déviée de ce que c'est vraiment, soit justement du conditionnement social en faisant un jeu. C'est vraiment vicieux. Ouais. Ouais, en fait, on est vraiment plus dans Fahrenheit 451 que dans 1984. Oui. Lecture recommandée à tous. Oui, définitivement. Puis, pour finir, dans le fond, un aspect un petit peu plus philosophique, moi, je l'ai lu un peu autour, mais ça a été vraiment comme ma façon de le voir. Ce que j'aime pas de ce principe-là, puis pourquoi je voulais en parler, c'est que c'est l'idée de faire du jeu quelque chose d'utilitaire. C'est un peu comme l'art, un peu comme la liberté d'expression, beaucoup de principes comme ça qui nous semblent si inhérents et si naturels. Puis le jeu, c'est quelque chose qui existe dans la nature, qui est assez fondamental pour beaucoup d'espèces, puis particulièrement pour nous autres, on a vraiment besoin de se divertir, mais pas juste de se laisser divertir, par exemple, par un écran. On a besoin de jouer, de manipuler, de réfléchir, d'essayer de réussir des défis, en fait, simplement pour le plaisir de le faire. Puis je trouve que justement, essayer de nous enfoncer le jeu dans toutes les sphères de la société, ça vient justement faire perdre au jeu qui est un petit peu plus pur, que ce soit le jeu de société ou le jeu vidéo, sa notion justement de plaisir. Ouais. De faire l'activité pour le plaisir et non pas pour accomplir de quoi d'autre ou pour se laisser berner en fait à travers justement l'accomplissement d'autres choses. Rendre le quotidien moins pénible, tu sais. Ou carrément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers ça parce que malheureusement ils ont des existences qui sont pas particulièrement stimulantes. Puis de jouer avec ta machine, ben c'est un raccourci facile, tu sais. Exactement. Tu te retrouves, mais c'est que tu te retrouves en fait à jouer à la vie au lieu de vivre ta vie. Oui. Et qu'à travers ta vie, tu trouves des moments pour jouer. Ouais. Puis pour finir avec un dernier exemple, je vais me faire très court, mais sur TripAdvisor, tu peux faire ta propre carte des endroits que tu as visités, ajouter les villes où tu es allé, puis tout ça, les pays, les recommandations que tu fais. Puis plus tu fais de ces choses-là, quand tu atteins un certain stade, par exemple, tu es allé visiter 150 villes, tu vas avoir un badge. Ça te donne, plus tu fais d'affaires, plus tu as de badge. Puis justement, c'est l'idée, c'est carrément de justement ludifier le principe de voyager. Puis je trouve déjà qu'il y a une grosse tendance dans les voyages à qui a vu le plus de pays. Puis ce genre de compétition-là. Puis je l'ai déjà eu un peu il y a plusieurs années, je pense que j'en suis sorti heureusement. Mais justement, comme un moment donné, je faisais un itinéraire de voyage. Puis j'ai rajouté un pays parce que ça me rendait à tel chiffre. Ou j'ai fait telle ville de plus parce que ça me rendait là. T'sais, j'ai ajouté Laval à ma liste de villes visitées parce qu'il me manquait une couple de villes pour atteindre le prochain badge. Wow. Est-ce que tu es déjà allé au centre de la nature de Laval? Sûrement il y a très longtemps. Oh. Mais tu sais, fait que c'est ce côté-là, je suis sorti de ça. J'aime la carte parce que je suis juste très visuel, puis je suis très dans les chiffres, tout ça. Fait que j'aime ça voir, ok, j'ai été là, j'ai fait tant de kilomètres, tout ça. Je trouve ça intéressant, mais t'as vraiment cette idée-là de te comparer à d'autres, puis tout ça. Puis c'est ça. Moi, je cherche des attraits à Laval, fait que tu sais. Moi, chacun ses défis. Ben, Centropolis, voyons, c'est tellement magnifique. Mais c'est ça, c'est ce côté-là, justement, encore de. Ben c'est ça, de ludifier notre vie, puis c'est comme, ben non, les voyages que je fais, ça devrait pas être dans l'idée de juste rajouter un pays de plus sur une liste, que ça soit mental ou une liste physique dans ce cas-ci, mais je veux aller dans ce pays-là parce que la culture m'intéresse ou peu importe. T'sais. Ouais, puis peut-être rajouter une autre chose, le jeu donne un sens à la partie travail de notre vie aussi. Tu sais, le fait qu'on ait des moments pour des loisirs, puis des moments
qui sont consacrés à des choses peut-être plus sérieuses, que t'aimes ton travail ou non, ça te tentera pas toujours d'aller travailler, on va se le dire. Là. Tu sais, puis cette espèce de volet-là de je vais travailler fort, fait que je vais pouvoir me payer cette chose-là, ou ben je vais travailler fort puis je vais pouvoir aller dans ce pays-là ou peu importe, ben on dirait que c'est comme tout scrappé ça. Puis moi c'est ça qui me fait peur un peu, surtout avec les enfants, c'est à force de mettre du jeu partout, ben on enlève beaucoup de valeur à ce qui est plus sérieux, on enlève beaucoup de valeur à l'effort, puis à toute la notion de si t'es capable d'aller jouer, c'est parce que t'as fait quelque chose de vraiment worth it avant, tu sais. On enlève de la valeur au jeu même, comme tu disais. Ben oui, et exactement, on enlève de la valeur à tout, finalement. Le jeu devient plus une récompense, ça Non, devient exactement. normal d'être tout le temps en train de jouer. Ouais, Donc là, comment... tu vas t'amener de jouer. Exactement. Ça va devenir encore pire quand tu vas vraiment avoir des tâches sérieuses à faire. Je finirais sur une autre référence à Black Mirror, parce que Black Mirror a fait 2 épisodes qui touchent un peu ça. Il y a eu celui des cotations, puis l'autre épisode où est-ce qu'on retrouve en fait les gens à pédaler, puis au fur et à mesure qu'ils pédalent puis qu'ils font le plus de kilomètres, ils accumulent des récompenses virtuelles. Je trouvais qu'il allait vraiment dans ce sens-là, où est-ce que c'est un exemple absolument extrême, mais qui représente un peu certaines tendances vers où on va. Encore mon côté Redman, mais saison 1, épisode 2, pour vous intéresser. 15 millions de likes, je pense, c'est un autre d'épisode, quelque chose comme ça. Oui, je me rappelle. Ouais, je pense que j'ai un problème. Sur ton problème. Ouais, ben merci beaucoup Sam, je suis content que pour une fois, c'est pas moi qui amène le côté dystopique à la fin de C'est vrai! Mais merci, c'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ouais. Mais on va rester dans le contexte ludique, puis j'aimerais ça que tu Ben nous oui. parles. Je me sens quasiment mal de parler de ça. Mais je vous parle d'Assassin's Creed Odyssey, donc le dernier jeu de la lignée. Là, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois maintenant qui est sorti à la date où ça va être diffusé. Mais c'est ça, donc le nouveau jeu dans la lignée des Assassin's Creed, développé par Ubisoft Québec, donc un jeu bien de chez nous. Le jeu se passe durant la Grèce antique, en fait durant la guerre du Péloponnèse qui opposait Athènes à Sparte, dans les années moins 400, donc quand même 2500 ans de ça. On a le choix, pour la première fois en fait, on a le choix vraiment du personnage principal qu'on va incarner. On a le choix entre Cassandra ou Alexios. Moi j'ai pris Cassandra puis je vous la recommande parce que Alexios a une voix en anglais qui est vraiment désagréable. Puis Cassandra, parce que la construction de personnage, du moins pour ce qui est de Cassandra, Alexios je sais pas trop, mais pour Cassandra il est vraiment cool. On s'attache rapidement au personnage. Puis il est juste vraiment badass parce qu'en fait, le personnage qu'on incarne est un ex-spartiate. Je vous laisse savoir pourquoi c'est une ex-spartiate. Je vous laisse le découvrir. Et qui est une mercenaire, en fait, et qui finit par vivre sa propre odyssée, donc d'où le nom du jeu, par hasard ou pas. Encore là, je vous laisse le découvrir. Je veux pas faire de divulgateur. Je tiens à préciser que je pense que c'est la première fois qu'Assassin's Creed met un personnage féminin comme personnage principal. Il y avait eu Assassin's Creed Syndicate, là, 3 ans, je pense, qui est sorti, qui se passait à Londres à l'époque victorienne, qu'il y avait 2 personnages qu'on alternait, dont une femme. C'est un frère et une sœur. Oui. Mais vraiment, personnage principal, c'est effectivement la première fois qu'on incarne une femme. C'est bien. Puis c'est vraiment bien, puis c'est ça, comme je dis, ils l'ont vraiment réussi. C'est un des personnages de la série les plus attachants, je trouve. L'histoire du jeu est assez dense pour un Assassin's Creed qui d'habitude sont assez. On voit venir le punch dès le début. On voit venir certains punchs, mais il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire. Il y a beaucoup d'éléments à compléter qui viennent vraiment enrichir l'histoire. Puis ça donne le goût en fait de découvrir tous les aspects centraux du jeu. Il y a un culte qu'il faut démasquer, auquel il faut nuire. Il y a des objets mystiques à collectionner. Il y a tout le temps ce côté-là, un peu justement de mysticisme dans Assassin's Creed. Ça, c'est toujours présent. On cherche aussi à devenir le mercenaire le plus puissant du jeu, donc au top de la hiérarchie des mercenaires, et plus encore. Puis il y a un nombre incalculable de quêtes secondaires aussi à faire si pour vous, c'est pas assez. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de stock à faire dans le jeu. J'ai un peu plus de 40 heures. J'ai joué un peu plus de 40 heures jusqu'à présent, puis j'étais encore loin de la fin du jeu. Puis pas que je me suis concentré tant que ça sur les quêtes secondaires. J'en ai fait, mais je me concentre surtout sur l'histoire principale. Mais ça m'amène justement à mon bémol avec le jeu, c'est que le jeu nous force un peu à faire certaines de ces quêtes secondaires-là. Parce que maintenant, il y a une progression par niveau dans ce jeu-là. Donc on peut se rendre jusqu'au niveau 50, et à certains moments, pour continuer l'histoire, on nous recommande d'être 3, 4 ou 5 niveaux de plus
que le niveau auquel on est. Donc, de facto, on n'a pas le choix d'aller faire des quêtes secondaires pour Ça brise augmenter le le niveau. Donc, ça brise le rythme un peu. Heureusement, la plupart des histoires des quêtes secondaires sont quand même intéressantes. On rencontre aussi des personnages historiques bien connus. Moi, j'ai toujours du fun quand je rencontre Socrate puis je me mets à jaser avec. Je comprends pourquoi certains ne l'aimaient pas. C'est frustrant des fois parce qu'il fait juste te poser des questions. Puis là, tu dis quoi, t'es comme, c'est une bonne réponse, je pense. Puis là, c'est comme, puis là, ça ressort de l'autre côté, puis t'es comme, maudit Socrate. Puis justement, ça amène un côté intéressant aussi pour Assassin's Creed, c'est que maintenant, on a des choix de dialogue, un peu à la Fallout, par exemple. Donc, on va avoir 2, 3 ou 4 options selon ce qui se passe, puis ça vient vraiment affecter après ça les réactions des personnages face à nous et comment notre personnage va réagir. Donc, des fois, on va le voir. Il y a un petit indicatif pour nous aider, justement, de si je réponds telle chose, ben là, ça va lancer un combat parce que lui, il sera pas content, tu sais. Ou là, je vais mentir, mais ça se peut que l'autre voit que je mens. Donc, ça rajoute le côté RPG est un peu plus développé. Puis on le voit justement dans le gameplay du jeu, il y a un arbre de compétences. Donc, on choisit les compétences à développer selon le côté assassin, guerrier ou chasseur. Et donc, il y a des avantages à mêler un peu des trois, mais encore là, il y a des choix à faire. On peut pas tout développer à son maximum. Donc c'est un peu plus complet à ce niveau-là que ce qu'il y avait dans les éditions précédentes d'Assassin's Creed. De ce que j'ai lu, c'est assez similaire à Assassin's Creed Origins, qui est le jeu qui était sorti l'an dernier, qui se passait en Égypte ancienne. Je n'y ai pas joué à ce jeu-là, donc je peux pas vraiment me comparer, mais de ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, c'est ça, c'est similaire, mais en version améliorée. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à la série, ça peut être un bon point pour y retourner. J'aime vraiment beaucoup le jeu, justement, ça me donne le goût de continuer malgré le fait que c'est ça, 40 heures de jeu, c'est quand même long. Puis j'ai de la misère de plus en plus à vraiment finir des jeux, surtout si long que ça, mais celui-là, il fonctionne. Donc pour retourner à la série ou y commencer, c'est un très bon point d'entrée aussi. Et le choix de la Grèce comme période historique, c'est un excellent choix. On a vraiment accès à une grande partie du pays, les îles et tout ça. Et ça donne le goût même de visiter le pays. Évidemment, ça ressemble pas maintenant à ce que ça ressemblait il y a 2500 ans, mais en termes de paysage et tout ça, ça donne une idée. Donc voilà, Assassin's Creed Odyssey, je vous le recommande fortement pour les amateurs de jeux. Merci beaucoup Marc-André. Ben, ça me fait plaisir. Et en fait, merci à vous tous. C'est ce qui conclut notre émission. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous rappelle qu'on est disponible sur Podbean, Google Play, YouTube et Apple Podcasts. Apple Podcast, très important de laisser 5 étoiles et des commentaires, monter dans les algorithmes, dans les classements, combattre les algorithmes. Et aussi d'aimer, commenter et partager notre page Facebook et Instagram. On l'apprécie beaucoup. Donc sur ce, merci à vous trois. Merci. À toi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Prochaine. Au revoir.